Cette vidéo est la première d'une longue série que je vais tout mettre dans une playlist qui va s'agrandir au fil du temps sur les statistiques. Donc on va commencer par des concepts très simples avec la moyenne, la variance par exemple, et petit à petit on va aller vers des concepts plus avancés comme par exemple les tests d'hypothèse, avec notamment les tests de student. Alors ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que souvent on présente les statistiques comme on dit qu'il y a deux sous-domaines. Il y a les statistiques descriptives, donc tout est dans le mot, c'est les statistiques vraiment qui permettent de décrire un échantillon en donnant plusieurs valeurs données sur cet échantillon. Donc par exemple, la moyenne qu'on obtient à la fin de l'année, c'est la statistique qui permet de décrire les notes qu'on a eues au long de cette année. Donc la moyenne est une description d'un échantillon plus grand qui est toutes nos notes au fil de l'année. Et on a souvent aussi ce qu'on appelle les statistiques inférentielles. Alors je vais l'écrire en entier parce que c'est un mot qu'on entend un peu moins souvent. Les statistiques inférentielles, et ça c'est des statistiques qui cherchent à prédire un futur résultat ou alors à catégoriser des résultats. Par exemple, ici on avait la moyenne qui permet de décrire nos résultats qu'on a eus au long de l'année. Si on prend l'exemple des notes, avec la statistique inférentielle, on pourrait prédire la prochaine note qu'on fera au prochain test. Alors, il ne faut pas totalement séparer ces deux concepts. Les statistiques inférentielles utilisent beaucoup de nomenclature et de notions des statistiques descriptives, mais on peut garder ces deux points de vue différents. Après, il y a aussi d'autres types de statistiques, d'autres domaines, mais ils sont moins communs. Ici, on va garder ces deux idées-là. Alors nous, on va commencer par le premier concept des statistiques descriptives, qui est la moyenne. Alors, la moyenne, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans la vie commune, donc c'est pas trop compliqué. Mais on va parler ici de la moyenne d'un point de vue statistique qui permet de décrire un échantillon. Donc ici, j'ai noté un échantillon qui pourrait représenter par exemple le poids de certaines personnes. Alors il faut toujours faire attention, je vais encore agrandir ça. Il faut toujours faire attention, en statistique, on va souvent parler de moyenne de la population, qu'on écrit souvent mu, et de moyenne d'un échantillon que souvent on écrit x bar. Alors, qu'est-ce qui est différent entre ces deux concepts? Les deux, on les appelle la moyenne, c'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué de faire la différence entre les deux. Mais ce mu qu'on a ici, il décrit vraiment la population. Donc, c'est l'idéal à atteindre en fait, parce que c'est la moyenne exacte d'une population. Évidemment, on ne peut pas connaître cette moyenne exacte de la population, à moins de mesurer le poids ou la taille de toute une population et faire la moyenne. Sauf que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et donc, ce qu'on fait, c'est que souvent, on prend un échantillon, 100 personnes, 10 personnes, ou comme dans l'exemple ici, je prends que 5 personnes, et on calcule une autre moyenne. Et cette moyenne, c'est la moyenne de l'échantillon qu'on note x bar, et donc ici, c'est ce qui décrit l'échantillon. Maintenant, une grande partie des statistiques, c'est d'essayer de savoir à partir de quand, à quelle taille d'échantillon, ou est-ce que mon échantillon représente bien ici cette moyenne de la population. Est-ce que observer seulement 5 personnes, ça permet de décrire ma population? Et c'est là que d'autres termes des statistiques apparaissent, comme notamment les biais d'observation. Si comme échantillon, je prends que des femmes, donc ici, j'aurai que des femmes, eh ben, ce serait une très mauvaise description de ma population, parce que dans ma population, il n'y a pas que des femmes, et on sait que le poids peut être corrélé au sexe. Donc ici, on a un biais de sélection, parce qu'on a sélectionné que des femmes, notre analyse est biaisée. Alors maintenant que j'ai un peu expliqué cette notion de différence entre mu et x bar ici, donc ceci s'appelle mu, et ça on le nomme souvent x bar, je vais maintenant m'intéresser de manière plus large au calcul de la moyenne. De toute façon, ce mu et x bar, ça va revenir plus tard dans la série, parce que c'est un concept très important. Alors, si on veut maintenant s'intéresser à calculer la moyenne de cet échantillon ici, avec 65, 67, 72, 79 et 80 kg, donc chacun de ces nombres correspondrait à une personne, et ici, je vais exprimer la moyenne de manière mathématique. Donc, je vais la noter x bar, et la définition, c'est 1 sur n, qu'on multiplie par la somme avec i qui va de 1 à n des x
I. Alors, cette notation peut être assez effrayante à première vue, mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec quand on calcule, par exemple, la moyenne de nos notes. Je vais prendre souvent cet exemple parce que c'est celui auquel on est le plus habitué. Donc cette notation ici qui est encadrée, c'est juste quelque chose de beaucoup plus concis pour écrire ce qu'on doit faire pour calculer une moyenne. Je vais m'intéresser à chaque terme. Donc déjà, ce n qui apparaît ici et pour notre somme, c'est la taille de notre échantillon. Donc ici, on voit qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5 observations. Donc n égale 5. Si on veut faire la moyenne de la population, eh bien, il faudrait n égale 8 milliards. Je pense qu'on est à peu près 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc, il faudrait n égale 8 milliards et on voit bien que c'est impossible de calculer cette moyenne de la population. Mais par contre, on sait que plus n est grand, si notre analyse n'est pas biaisée, plus on tendra vers la moyenne réelle de la population. On est d'accord que si on observe 2 personnes, on a beaucoup plus de chances de faire une erreur dans notre approximation de la moyenne de la population que si on observe 4 milliards de personnes. Donc ça, c'est déjà une règle générale qui va venir souvent en statistique. C'est si on agrandit n, eh bien, on pourra se rapprocher de la valeur réelle de la population. Alors depuis avant, je parle de population en termes d'humains, mais la population, ça peut aussi être au niveau d'échantillons chimiques ou population, c'est vraiment une appellation pour l'ensemble de ce qu'on veut analyser. Et donc, d'une population donnée, on va prendre un échantillon. Si par exemple, on veut analyser 1 million de bouteilles de vin qui ont été produites, notre population, elle est de taille n égale 1 million. Par contre, on analyse par exemple 100 bouteilles seulement pour vérifier la qualité produit, eh bien on aura un échantillon de taille n égale 100. Voilà, c'est juste pour dire que le terme population ne se ramène pas que aux humains ou à des êtres vivants. Donc ici, j'ai expliqué ce terme n. Maintenant, on va voir à quoi correspond ce terme ici, xi. Alors ce xi, en fait, il permet de donner une appellation à chacun des termes, ici 65, 67, 72, 79, 80. En fait, x, c'est souvent, on verra par la suite ce que c'est une variable aléatoire, etc., mais c'est une valeur qu'on a observée. Donc ici, chaque valeur qu'on a observée, c'est 65, 67, 72, etc. Et on donne un indice i à ces x parce que on a x1, x2, x3, x4, x5. Et c'est pour ça que ici, on dit que x égale 1, donc x part de 1 et va jusqu'à n. Et on a le grand sigma ici qui exprime une somme. Donc cette notation, elle veut dire qu'on doit sommer tous les xi et diviser ceci par n et on obtiendra la moyenne. Donc si on applique bêtement ce que nous indique cette formule ici, on doit écrire 1 sur n, donc ici ça nous donnerait 1 sur 5, et sommer tous nos xi. Donc on aurait x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Et ici on s'arrête parce que c'est indiqué par ce n qui est là. Donc i va de 1 à n, et n on a dit c'était 5, donc on s'arrête à 5. Et maintenant, x1, il correspond à quoi? Il correspond ici à ce 65. x2, il correspond à 67, ensuite 72, 79, 80. Donc on peut remplacer tout cela par leurs valeurs correspondantes, qui sont 65, 67, 72, 79 et 80. Et on voit qu'en fait, on retombe exactement sur ce qu'on fait quand on calcule une moyenne de nos notes, par exemple. On va toutes les sommer, donc c'est ce qui est dans cette parenthèse, puis diviser par le nombre de notes, ici, 1 sur 5, donc on divise par 5. Si on fait ce calcul, dans le cas précis, on trouve 72,6. Alors ici, je dois quand même préciser que ce qu'on fait, c'est le calcul de la moyenne arithmétique. Il y a la moyenne géométrique et bien d'autres moyennes qui sont possibles à calculer, mais ici, c'est ce qui revient le plus souvent. Et le but, c'est vraiment de se familiariser avec cette expression mathématique, avec le grand sigma et cette somme des xi. Donc je rappelle, on a la taille de l'échantillon avec ce n, et les xi, x, il indique une valeur mesurée, et le i, il indique la combienième valeur. Donc on a x1 qui est la première valeur qu'on a mesurée, donc 65, x2 qui est 67, etc. Alors maintenant, que ce soit la moyenne arithmétique comme ici, ou géométrique, ou les autres types de moyennes, le but d'une moyenne, c'est d'écrire une tendance centrale de notre échantillon. On voit que le 72,6,
c'est une valeur qui est à peu près au milieu de tout notre échantillon, donc les 65, 67, 72, 79 et 80. Si on obtient une moyenne plus basse, ça voudrait dire qu'on a observé beaucoup plus de valeurs en dessous de 72,6 et donc ça a tiré notre moyenne vers le bas. Voilà pour ce qui est de la définition de la moyenne, c'est aussi bien de se rappeler des différents concepts qu'on a vus avant, la moyenne réelle de la population, etc. Aussi les biais qui peuvent apparaître, mais c'est des notions qui vont venir un peu plus tard dans la série de toute façon.